merci d'être dans notre compagnie. Merci de regarder le Grand Talk. Sur Live TV, on est très heureux de vous savoir à nos côtés. Ce soir, sur notre plateau, et ça va venir, il y a le très sympathique Daouda, Sa Majesté Daouda. Voilà, le V baoulé, non, le V de la victoire. De la victoire. D'accord, je pensais que c'était celui du FPI, non. Non, c'est le V, de la victoire. Voilà, ce n'est ni le V baoulé, ni celui du FPI, mais le V de la victoire. Voilà. Vous êtes victorieux. Toujours. C'est bien. Voilà. C'est bien, c'est un bon état. C'est que la vie est rythmée de combat depuis la création jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. C'est combat après combat. Combat après combat. Et chaque combat doit être gagné. C'est ça. Voilà. Et vous êtes de ceux qui gagnent leur combat. Oui, toujours. J'aime bien. Voilà. Vous savez, ce fighting spirit là, voilà. Et c'est habité de ce fighting spirit que vous avez la victoire. C'est ça. Daouda, quoi. Toujours. Sacré Daouda. I never walk alone. C'est ça. Vers la fin, il y a toujours il y a quelque chose qui va gâter à faire là. Il y a quelque chose qui va gâter à faire là. Pascal est avec nous. Bonsoir Pascal, comment ça va? Bonsoir Brice, bonsoir chez vous. Et de deux sur toute la vie. C'est cette phrase-là qui vous... Ça fait 2 fois. Et de 2. Et de 2 pour toute la vie. Et de 2 pour toute la vie. C'est joliment dit. Surtout quand ça vient de vous. Merci. Oh là là, oh là là. Dit comme ça, je me sens fondre. Je me sens plus mince. Voilà, c'est ça, fondre. C'est ça, exactement. Je peux passer là. C'est mon challenge avant la fin de la saison, pouvoir passer là. je vais essayer. Mais je vais y arriver un jour, Inch'Allah. Mélissa de son sourire nous illumine et ça, c'est génial. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir, bravo, tout le monde. merci d'être là, Mélissa. Ah, c'est de l'orange. J'ai problème avec le couleur. Pétillante aujourd'hui. L'orange? C'est de l'orange? Oui, c'est de l'orange. Très bien, parce que là, pétillante aujourd'hui. Oui. Il y a de l'eau pétillante. Je n'ai jamais su qu'elle avait cette couleur. Mais c'est bien que vous soyez sur le plateau parce qu'aujourd'hui, on va parler de questions de droit. Et il est important que votre avis nous éclaire, nous illumine. Enfin, votre avis soit pétillant. La loi. Voilà. Mais elle nous dira. Merci d'être avec nous. Et justement, ça fait plaisir à de nombreux fans qui nous écrivent déjà pour dire « Ah tiens, on est très très heureux. Tata », je ne sais pas pourquoi ils disent. Franchement, Tata Pascal. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut arrêter quand même l'histoire de Tata Pascal. Et tout. Et puis là, non mais c'est affectueux, c'est gentil. C'est Mélissa. Je le prends. Mélissa, voilà. Oui, c'est affectueux, c'est ça. Moi aussi, on me dit Tata aussi. Oui. Tonton peut-être. Non. Je crois qu'au Congo, ça veut dire autre chose. Tata Nzambé. Oui, c'est vrai. C'est ça. Après, je traduirai ça. Vous parlez pas lingala? Non. Oh, très bien. Pas moi, en tout cas. Et ça, bien. Mais apparemment... Moi si. Mbote. Sangonini, Sangomalamu, et ça, bien. Il a parlé lingala et puis il a connaître les refrains d'Extra Musica. On est bien d'accord que ce n'est pas la même chose. Ezali le cassage. C'est les rabat-joie. Parce qu'effectivement, Tata Zambé, Tata Zambé, c'est une chanson d'Extra Musica. Oui, je l'avoue, mais bon. Bon, mesdames et messieurs, nous rejoignons sur le plateau, parce que y a des... Avec une musique appropriée. Oui, non, on va garder la musique quand elle va s'installer, parce que c'est ça le cadeau. C'est nos recommandations spéciales, Pascal. Isabelle Vauvor, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, qui nous rejoint. Oui, justement, il était important pour nous, voilà, c'est ça. Bravo Isabelle, toute de noir vêtue. Installez-vous Isabelle. Merci. Voilà. C'est un moment justement qu'on a souhaité partager. Parce que les téléspectateurs vous voient toujours assises et ils ne savaient pas. J'aurais pu vous aider, mais bon, vous vous débrouillez bien toute seule. Alors Isabelle, Pascal me l'a dit et donc je ne savais pas comment te le dire. Et j'ai décidé de le dire en musique et en chanson. Et ça donne... J'ai peur. Non. Isabelle, c'est parti. Isabelle, dis pourquoi tu m'as menti. Isabelle, on va arrêter là. Tu m'as trahi. Pourtant nous étions heureux. Mais c'est ça justement. C'est ça. Merci Thierry. Pourtant. Non, je suis pas d'accord. Est-ce qu'on a besoin que tu sois d'accord? Déjà, j'aime pas trop le zouk. C'est pas ça, c'est pas ton avis qui compte. Nous, on aime pour nous et on aime pour toi. Je trouve que les Isabelle dans les chansons, vraiment, sont malmenées. Exactement, c'est ça. Très bien. Pas plus que les Mélissa. Oui, parce que j'en avais une et je ne cache pas qu'avant la fin de l'émission, c'était prévu. Allez, Isabelle, rassurez-vous, vous ne serez pas la seule. Il y aura du Mélissa avant la fin de l'émission. Il y avait parfois certains posts sur Internet où c'était beaucoup les Vanessa aussi. Oui. Audrey, Vanessa, Mélissa, Isabelle.
Bon, on a un plateau rayonnant ce soir. Il y a des dames, et non des moindres, des dames rayonnantes, intelligentes, pétillantes. Et puis, il y a des hommes quand même, Daouda et moi. Il ne faut pas s'oublier. C'est le cas de le dire. On va parler de foot hein, dans ma grande révision. Et puis, regardez cette photo. C'est une photo qui a fait le tour des réseaux. Ce sont des supporters japonais. On va la regarder. Écolo, hein, j'ai envie de dire. Citoyens, voilà, qui vont dans le pays de quelqu'un d'autre. Ils assistent à un match, ils finissent. Et ils ramassent les ordures. Ils font le ménage. Ça, c'est une super image. Ouais, c'est une super image, Brice, parce que ce n'est même pas la première fois lors de la cérémonie d'ouverture, lorsque le match était terminé, tous les autres spectateurs du stade sortaient. Les supporters japonais sont restés pour nettoyer leurs déchets. Ils sont venus avec eux-mêmes leur propre sac poubelle pour ramasser. Et je pense que c'est un geste éco-citoyen et surtout de civisme en fait. Et je pense que tout le monde devrait suivre ça. Quand on va dans un lieu, qu'on a salué le lieu, avant de partir, il faut avoir la décence de ramasser. Et je pense que c'est une très belle image. Ça va plus loin, c'est même pas que les supporters, même les joueurs dans le vestiaire. Voilà. On fait le ménage. Voilà. C'est vrai? Oui. C'est très bien. C'est très citoyen. C'est très, comment je veux dire, c'est juste propre. Encore une fois, c'est la marque de fabrique de ce peuple qui nous étonne toujours très positivement en beaucoup de points. Ils ne sont pas parfaits, mais je crois que sur leur comportement exemplaire et à l'intérieur, et au Japon même, et à l'extérieur, ils se montrent souvent exemplaires dans leur façon d'être. Et puis, cette belle alliance de leur modernité, d'alliance entre la modernité et la tradition, ça a toujours été un signe particulier. Il nous montre là qu'il est toujours très agréable d'être avec oui, vous avez évoqué beaucoup de les volets, Japonais. donc le volet effectivement de ce pont-là, de ce métissage culturel, de ce métissage également entre, même au niveau du temps. Hein. Vous allez au Japon, pour nous qui avons eu l'occasion de voyager. Au Japon, il y a des moments, il y a des moments où le soir, ils troquent leur costume pour être en kimono. Ils boivent du saké, par exemple. Et le matin, tai chi, il y a toujours cette connexion avec les arts martiaux. Mais il y a surtout un esprit de discipline. Et je crois que c'est un mot important là-bas, la discipline. Mais ça commence jeune, Brice, parce que j'ai vu un documentaire sur les écoles. Ah, vous n'êtes pas parti au Japon? Je ne suis jamais parti, mais à travers la télévision, à travers les chaînes au niveau international, on a pu voir que depuis l'école primaire, en fait, même on inculque ces valeurs-là aux enfants. Quand ils arrivent à l'école le matin, c'est eux-mêmes qui nettoient leur salle de classe. Donc, quand on commence quelque chose depuis le bas âge, forcément, arrivé à un moment, ça reste dans le comportement. Donc, aujourd'hui, je pense que ce genre de comportement éco-citoyen, en fait, aujourd'hui, en fait, ancré dans la sociologie même du japonais. Et c'est des gens, généralement, qui n'aiment pas mettre les gens mal à l'aise. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup en tiré des Japonais, notamment du système éducatif. Parce que moi, à chaque fois que j'ai l'occasion, je pense qu'il faudrait réformer le système éducatif, qu'il y a matière à faire, en tout cas, en Côte d'Ivoire. Et puis, ça pourrait être un bon exemple. C'est ça. Nous, déjà, on allait dans le champ de coopérative de notre institut. Il nous envoyait dans son champ. Je ne sais pas si c'était pour nous expliquer quoi, mais bon. Là, il avait déjà commencé, lui. Non, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, on allait chasser les oiseaux dans son champ de riz, mais bon. Il y a une question que ça me pose, parce que quand moi j'ai regardé ce documentaire au niveau du système éducatif japonais, où les enfants même nettoient, ils travaillent, bon, ici, quand nos parents nous prennent pour nous envoyer au champ, c'est interprété comme travail des enfants. Je veux dire, quand on dit il faut... C'est assez bizarre en fait. Si tes parents t'envoient au champ, hein, juste pour tes vacances, pour un peu découvrir, et que du coup on doit te faire travailler 8 heures, te faire porter des cabosses de cacao pour aller les vendre, ça c'est le travail. Non, je ne pense pas que pour ceux qui ont eu des parents planteurs, je pense que beaucoup de personnes nous regardent. Quand généralement on va au champ, moi j'ai l'opportunité d'aller au champ, on ne me prenait pas une bassine de peut-être de 5, pour ne me mettait pas ça sur la tête, mais au moins ramasser 2-3 bosses de cacao. Le travail des enfants, c'est aussi que dans le contexte, on les prive de leur éducation parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller à l'école, parce qu'ils sont justement au champ en train de travailler. Il y a aussi, il faut prendre le contexte. On n'a pas dit qu'il ne faut pas éduquer son enfant à la culture de la terre. Ce n'est pas ce qu'on a dit, mais il y a le contexte. C'est que normalement, 8 heures, comme Brice a dit, l'enfant est censé être à l'école. C'est son droit d'être éduqué. Donc non, mais je ne parle pas de l'enfant qui va à l'école qu'on envoie dans un champ de cacao. Je parle de vacances, en fait. Ou bien le week-end. La notion de travail des enfants est normée aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des experts qui se sont penchés sur les habitudes sociales et sociétales.
ce qui est admissible et puis ce qui ne l'est pas ou ne l'est plus. Donc la notion de pénibilité, par exemple, la durée, voilà, la notion d'exploitation d'un travail qui, au lieu d'être fait par un adulte qui serait rémunéré, est fait par un enfant qui, en plus, ne l'est pas. L'âge légal ou minimum pour travailler, donc, il y a un contexte légal qui, avec un certain nombre de critères, amène à décréter du travail pour enfants. Donc, on a bien compris que ce ne sont pas nos habitudes culturelles là, qui sont dénoncées à travers le travail des enfants. Et quand je vous vois, Isabelle, vraiment, vous me faites penser à une japonaise ce soir. Ah bon? Vous êtes toute sage, toute en méditation, toute en réflexion. Discipliné. Oui, bon, si vous voulez. C'est mon meilleur côté alors. Je n'ai pas envie de vous montrer l'autre côté. Là. Très bien, restez comme ça, restez comme ça. Non mais, je veux dire, je compare un peu cette image des supporters japonais qui ramassent donc les articles, enfin les déchets, comme dit Daouda, à l'image au stade ici, où il est très fréquent de voir des gens qui vous balancent des choses. Ça continue? Oui. On fait malheureusement. Malheureusement. Oui, vous avez vécu ça? Non, c'est des choses dont on parlait il y a 15-20 ans. On disait que quand on partait au stade, il y a des gens qui, il faut le dire, qui balançaient leurs urines sur vous si vous étiez en bas des gradins, mais je pensais que c'était devenu une légende maintenant, en 2000. On a beaucoup à apprendre des Japonais. Non, je suis sûre on que a beaucoup à apprendre. Brice, vous ne me convaincrez pas qu'il y a des gens qui font ça aujourd'hui. Non, Ah, Pascal, si. fais un tour au stade, tu verras bien. Très bien. Bon, toujours concernant le... En dehors même du stade, je veux dire... Même dans la vie. Hein. Oui, dans la vie de tous les jours. Ah oui, bon? en ce moment même, il y a certains quartiers de Bingerville où il y a certaines personnes qui défèquent dans des sachets et puis ils balancent en fait dans la maison des voisins. Si. Ça continue. Il y a des choses étranges dans les voitures, des gens qui balancent des choses. Mais ça, apprenons des Japonais. Voilà, apprenons des Japonais. Merci, belle Et apprenons japonais. Apprenons japonais. Voilà, très bien. Je parle chinois, mais pas japonais. Ah si, comme je compte en japonais. Donc vous savez dire merci en japonais? Oui. C'est? C'est 100, chi, go. Bon, enfin, je parle japonais. C'est vous qui avez fait le Japon. Nous, on a bien ici. Le point mondial, justement, le Cameroun perd son match face à la Suisse, 1-0. Ah, on est triste. Bon, enfin, ok. Et puis, l'ironie du sort, le but est marqué par un natif. Par un natif, c'est ça, du Cameroun. Brel Mbolo, d'origine camerounaise, donc, qui marque le but contre il a l'air presque triste, dépité, désemparé. Et par respect, il a décidé de ne pas célébrer son but. Du genre... Bon, après, je trouve que c'est un peu de la comédie. Moi, personnellement, je me dis, t'as marqué. Quoi. Oui. Non, moi, quand on le veut ou non, le fait qu'il ne célèbre pas, je comprends sa position. Mais je veux dire, dès l'instant que tu as fait le choix d'aller porter le maillot suisse, tu dois célébrer ça avec tes coéquipiers. Mais bon, je comprends qu'il soit peut-être né là-bas, grandi là-bas. Aujourd'hui, quand on regarde le système, comment on appelle ça, football business, bon, il a préféré choisir aussi l'argent, le confort. Pas forcément. Non, pas forcément. Et moi, en fait, en tant que binational, j'ai deux nationalités. Je pense lui, il a une nationalité, mais il a choisi l'autre. Oui, mais je ne pense pas que tu choisis une au détriment de l'autre. Je pense que tu restes les deux, peu importe que tu portes un maillot ou l'autre, parce que notre système, le monde dans lequel on est, ne nous autorise pas à porter deux couleurs en même temps. Donc, à un moment donné, je ne pense pas qu'il a choisi. C'est que peut-être que, je ne sais même pas s'il a été sélectionné pour la sélection camerounaise. Il faudrait savoir. Non, je pense donc, pas, ouais. Ensuite, si il a l'occasion de jouer pour son pays, la Suisse, pourquoi pas? Je ne pense pas que quand il s'est dit qu'il allait prendre la Suisse, qu'il s'est dit qu'il va forcément croiser le Cameroun dans les premiers matchs. Je ne pense pas non plus que ça... Donc, moi, je trouve qu'il a eu une position que je pense que j'aurais fait la même chose. Je ne sais pas, on n'a pas l'occasion de voir le but, mais ce n'est pas nos affaires, ça. Mais je veux dire, quand il était face au but, là, et qu'il pouvait marquer, il aurait pu se dire, ah tiens, c'est mon pays, je ne le marquerai pas, je reviens. Mais tu sais il aurait pu en même temps, on parle de ce jeune Camerounais, mais il y a le fils du président du Libéria qui joue pour les États-Unis, qui lui, carrément, il a célébré. C'est vrai que le Libéria, ce n'est pas ceux qui vont jouer la CAN demain ou la Coupe du Monde après demain, mais une chose est certaine, lui, il a célébré. Bon, des gens se sont plaints pourquoi il joue pour les États-Unis. Bon, je dis, c'est un choix. Moi, je suis supporter de l'Africa Sport, hein, quand je jouais au basket et je jouais à la SEC. Donc, parce que, pour des raisons économiques, tout ce que vous voulez. Mais quand on jouait contre l'Africa Sport, étant supporter d'Africa, portant le maillot, je ne jouais pas. Je refusais de jouer. Par solidarité, je ne peux pas marquer contre
Voilà. C'est vous qui décidiez si vous pouviez jouer ou pas, ou il y avait un Donc je disais à entraîneur quand l'entraîneur même que je ne pouvais pas. Et il acceptait ça. Non, je veux dire, il a évoqué sa clause de conscience. Voilà. Exactement. Parce que, Jean, tu marques le but, mais bon, par respect, peux pas. je célèbre Non, mais moi, pas. je pense qu'il a bien fait. C'est son travail. Son travail, c'est un joueur de foot. Il est censé marquer des buts. C'est tout. Donc, il a fait son travail, il a marqué son but. Maintenant, comment il célèbre, s'il choisit de célébrer ou pas, comment il gère cette situation, vrai. moi, je trouve qu'il a C'est bien vrai. géré. C'est vrai. En ayant ces deux, Oui, en il a ayant été- deux il a été nationalités. Je trouve qu'il a bien géré Ouais, la chose. moi, en tout cas, je le comprends. Je comprends sincèrement. Je comprends. bien. En disant, écoutez, mes frères camerounais, J'ai fait mon devoir. J'ai fait mon mais devoir. c'est- À vous d'égaliser. Voilà. Au passage, si vous n'y arrivez pas, donnez-moi un ballon, je vais même mettre dans mon propre camp, histoire de montrer que... Peut-être qu'à la prochaine sélection, il sera sélectionné. Mais tu sais que dans l'équipe Il a du Burkina, il y a soufflé- il beaucoup a de jeunes soufflé sur la Ivoiriens qui sont blessure. là-bas. Hein. Quoi ça? Ceux qui nous ont battus la dernière fois, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui jouent au bout. Ça, je veux dire que cette défaite-là, Brice, ça me fait encore mal jusqu'à présent. Ah, alors justement, je reçois une information et même des images qui présenteraient donc des vandales qui seraient allés donc chez la grand-mère du garçon. Allez, voilà. Vous Ça, voyez, c'est ce qu'on craignait. Ça ne fait aucun sens. C'est vraiment pas sérieux, terrible, ça. cette habitude d'aller... Donc vous comprenez, heureusement qu'il a juste fait ça. Heureusement, finalement. Ouais, Chez la finalement, on le grand-mère. comprend. Et Pourquoi il n'a pas sinon- célébré? Et Sinon, vous ça voulez- pouvait virer qu'est-ce qu'ils ont rapide. fait à la grand-mère, on peut savoir? Tout va bien? Non, sur les images que j'ai, qui sont très fraîches, bon, on est en direct, je vois la maison, je vous décris ce que je suis en train de feu. voir, sans le son. Voilà, ça va se positionner avant la fin. On va proposer les images. Mais elles viennent juste d'arriver. C'est Vous dire, triste, bon, c'est hein. triste, c'est ça qui est dommage en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut ne pas célébrer un but ou refuser même de jouer un match. oui. Parce C'est que ça. il y C'est a en des gens qui vont- connaissance. Il y a des Ouais. représailles en C'est fait ça. qui peuvent C'est arriver. vraiment en connaissance de cause et au regard de la passion que peut soulever le football, surtout dans de telles circonstances, avec là, c'est la Coupe du Monde, c'est le Saint Graal, et c'est en connaissance de cause qu'il a réagi comme ça. Mais moi, je pense trouve même ça pas qu'il- dommage. en Vraiment, fait. Je suis sûre qu'il y a pensé un Et petit moi, peu. j'espère que les images que je vois là sont des anciennes images. Ou que c'est une fake news. Ou que c'est une fake news. Mais franchement, parce que c'est dommage, c'est très dommage. Mais ici, même en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a eu des moments où des joueurs ont raté les pénaltys et les gens sont allés saccager les maisons de leurs parents. Ou même Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, lorsqu'il y a eu une année avant qu'on ne prenne la Coupe d'Afrique, chaque fois qu'on a perdu dans les phases de poule ou bien en phase finale, mais les gens sont allés sous la maison des parents de Copa Barry, à Exactement. Williams-Civil. Exactement. Et ça lui a vraiment fait mal. Et si vous avez remarqué, Il a fait le témoignage. on a gagné la Coupe d'Afrique, mais c'est pour tout ça, quand toute cette image est revenue dans sa tête, il a pleuré, il a fondu en larmes. Parce que, en gros, comme tu le dis, James Sibin le dit, la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Voilà. C'est ça. Le sport, c'est c'est un pas facteur bien, de c'est pas rassemblement. Il faut comprendre, mais c'est vrai que ça déchaîne les passions, mais il faut savoir raison garder quand même. Sinon, après, c'est compliqué. Bon, on poursuit avec notre info du jour. Eh bien, ce sont les centrales syndicales donc, pour un SMIC à hauteur de 75 000. Ça fait plaisir, Daouda. Ouais, je pense bien que les partenaires sociaux et le patronat, par le biais de la CGCI et les centrales syndicales, se sont réunis le lundi 7 dernier, en fait, pour discuter. À cela, il faut rajouter les partenaires sociaux. Voilà, pour discuter du passage du SMIC de 60 000 à 75 000. Je tiens à préciser qu'ils sont en discussion. Ce n'est pas encore validé par l'État de Côte d'Ivoire ou par le président de la République. En gros, il est bon de préciser que les négociations de ce SMIC-là trouvent leur fondement dans la loi qui porte le Code du travail qui dispose que les partenaires sociaux discutent chaque 3 ans. Mais j'avoue que depuis le dernier passage du SMIC, de 36 000 à 60 000, le gap est assez long pour qu'aujourd'hui on parle de 3 ans. Mais une chose est sûre, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et les partenaires ont décidé au cas où ils ont fini de discuter, que le président puisse signer rapidement pour que le 1er janvier de 2024, que les travailleurs puissent avoir un SMIC 2023, désolé, puissent avoir ce SMIC-là à 75 000. Mais au cas où les discussions n'ont pas pu se faire rapidement, que le 1er janvier, ça n'a pas pu se faire, le jour où ils sont tombés d'accord que le décret soit entériné en même temps par le président pour que le mois dans lequel on est, les gens puissent avoir les 75 000. En gros, je pense que c'est la plus ou moins bonne nouvelle pour les travailleurs du secteur privé. D'autant plus que ceux du public ont reçu une révalorisation salariale. Voilà. Oui, dans la zone UEMOA, l'inflation est située, est recommandée au maximum à 3%. Et il faut dire que avec la cherté de la vie et tous ses corollaires, aujourd'hui nous sommes à une inflation à plus de 4%. Donc c'était important qu'ayant revalorisé
en de nombreux points la situation des fonctionnaires avec toutes les informations qu'on a reçues dernièrement sur la prime réservée aux enfants, sur les 20 000 francs pour l'aide au logement, etc. Donc le secteur privé s'attendait également à un geste de la part de l'État, mais en concertation État et partenaires sociaux, notamment avec les centrales syndicales, je pense à Dignité, je pense à Humanisme et à l'UNATRCI. Et donc, la cherté de la vie à Lens, c'était important que la commission se réunisse et propose donc cette revalorisation à 75 000 francs. Par contre, on ne précise pas, mais ça reste une proposition, si c'est en net ou en brut. Et c'est là-dessus que je regarde Mélissa, parce qu'on en parlait. Ben, en fait, on le saura, mais j'ose assumer, je pense que ça serait sûrement en net, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'usage est qu'on discute en net plutôt qu'en brut. D'accord. Donc j'assume, et quand on disait que le SMIC actuel est à 60 000 francs, c'est du 60 000 francs net. Donc j'assume, dans les coutumes, en fait dans les usages, on parle plutôt en net. Donc on verra quand ils vont l'adopter, mais ça sera sûrement Et en tout cas, ce qui est bien à saluer en fait dans ce qui a été fait, c'est que vraiment toutes les parties prenantes ont eu leur mot à dire pour donc arriver à ce SMIC de 75 000. Maintenant, on attend donc le côté du secteur public pour voir si non, mais si, je pense si qu'au ça va niveau être du secteur entériné ou public, pas. déjà le 6 août, le président de la République, lors de son adresse à la nation, lorsqu'il faisait révalorisation salariale au niveau des gens du secteur public. C'est l'émotion. Non, il n'y a pas d'émotion. C'est le mot. L'argent, voilà. L'argent, tu sais que ça parle. En gros, il avait dit qu'il allait discuter avec le secteur privé pour voir, parce que la vie est chère. Pascal le disait, l'inflation, ça est à son niveau. On ne sait pas à quel moment la crise russo-ukrainienne va prendre fin. Donc, du coup, il allait discuter avec le patronat ivoirien pour voir, dans la mesure du possible, comment aussi élever leur salaire pour qu'ils puissent supporter les charges de la vie. Mais moi, la proposition, c'est-à-dire que mon vœu cher que j'ai, c'est que c'est vrai, on revalorise les salaires, le SMIC va augmenter, mais ce serait bien aussi que l'État aussi pense à faire un peu comme au Sénégal, on augmente un peu les salaires, mais faire en sorte que les gens diminuent aussi les prix des maisons à Abidjan. Ça va encore beaucoup aider. Ça, c'est une proposition, simplement. Voilà. Avant le prix des maisons, il y a quand même juste d'autres besoins essentiels, hein, comme il faut pouvoir se nourrir. Oui, mais quand à Abidjan, il y a deux choses qui finissent l'argent. Est-ce que dans les charges fixes, en général, bon, je ne connais pas les mots, mais dans les charges fixes, en général, une personne... Est-ce qu'on se demande, est-ce que je mange d'abord ou est-ce que je dors d'abord? Je reste pour manger d'abord. Voilà. Généralement, les charges fixes qui sont les plus solides, c'est le transport et puis le loyer. Quand tu as ces deux... Évidemment, quand tu as pas les deux charges sont éliminées, tu es à l'aise. Parce que le plus important, comme on le dit, Abidjan ici, là, on sait. Il y a une problématique du logement, il y a une vraie problématique. C'est comment tu vas manger là. C'est quand tu vas manger, c'est ça qui est le problème. C'est hallucinant. Sinon, tu vas manger. Manger là seulement là, tu vas manger. Oui, parce que tu peux aller c'est quand là, chez le voisin. Si les choses, tu peux te trouver chez toi. Mais dormir, c'est compliqué quand même. Mais j'espère que ça va être adopté, parce que 75 000 francs, c'est certes une augmentation, mais déjà à 60 000 le SMIC, je le trouvais quand même bas. Donc 75, c'est une augmentation. En ce moment, vous avez le soutien de tous les téléspectateurs, de tous les animateurs, de tout le monde. Tous les travailleurs. Tous les travailleurs. Allez, que votre prière soit exaucée. Amen. Il faut que quelqu'un pense au patron aussi, hein, parce que les charges... Les charges qui sont les leurs sont importantes. Il n'y a pas un gentil d'un côté, un méchant de l'autre. Il n'y a pas le méchant patron et le gentil employé. Je pense que le patronat, qui, c'est vrai, joue son rôle, a besoin aussi d'un certain nombre de gages de l'État. Et ce sont des discussions permanentes, parce qu'il y a un cadre de concertation État-secteur privé qui fait aussi que, en contrepartie, et je sais qu'ils ont les ressources nécessaires pour, le patronat puisse négocier des crédits d'impôt, la baisse de certaines charges ou taxes pour équilibrer les trésoreries des entreprises. Moi, depuis que je suis devenu patron, et il y a quelques mois, j'ai beaucoup plus de respect pour mon patron. Je dire, mais chaque fois, il y a la fin du mois, il faut payer les gens. Je me dis, mais comment il faisait lui? Mais bon, donc voilà, respect donc, et bon courage au patron. C'est un peu comme quand je suis devenu parent, j'ai compris ce que vivaient mes parents. Surtout quand on leur demandait de l'argent, qu'ils n'en avaient pas. Je trouvais qu'ils étaient méchants, mais j'ai compris quand je suis devenu parent.
qu'en fait, il n'était pas belge. Donc c'est ça, je suis le patron, je sais ce qu'ils vivent les patrons. Bon, les amis, j'ai une information concernant donc une convocation reçue donc, par la direction générale, donc la convocation est mise par la direction générale de la police. Et là, je suis en train de parler de Madame Anne-Marie Bonifon. Rappelez-vous, souvenez-vous, on évoquait ici sur ce plateau cette fameuse réunion du GPS qui s'est tenue au siège du PDCI il y a quelques jours, alors que le GPS a été dissous par décision de justice. Le GPS a quand même tenu une réunion au cours de laquelle elle acceptait la fusion d'autres mouvements. Donc 74 mouvements, voilà. Partis. Donc au GPS, et la réunion s'est faite, on a estimé que pour un parti qui avait été dissous, pourquoi tenir une réunion, pourquoi mener des activités? Eh bien, à cet effet, Mme Anne-Marie Bonifon donc, avait reçu une convocation de la part, donc une convocation orale, on m'a dit, de la part du directeur général de la police, M. Youssouf Kouyaté. Et ses avocats ont fait le point de la rencontre qu'elle a eue avec le directeur général, en tout cas qu'ils ont eue avec le directeur général de la police. À cet effet, Daouda, ouais. Vous y étiez? Non, en fait, en gros, bon, pas que j'y étais forcément, mais je pense qu'on a suivi tous l'actualité ensemble. Exactement. En gros, le conseil du GPS a dit que, puisqu'il y a eu une décision de justice qui avait dissous le GPS, mais ils ont fait appel de cette décision. Pour eux, juridiquement, tant que le fait que la décision d'appel n'a pas été donnée, elle interrompt. Juridiquement, ils disent que selon eux, le GPS existe toujours. C'est sur cette base-là qu'ils se sont réunis pour faire la coalition des 74 partis qui se fondent aujourd'hui au GPS et tenir cette réunion à la Maison Verte, au niveau de la maison du parti, de PDCI à Cocody. Donc, voici en gros le point du conseil du GPS en fait. Ce qu'on peut en retenir, donc, c'est que le GPS existe toujours. Le GPS, selon le conseil du GPS. Voilà, selon le conseil, voilà, tant que la décision finale de dissolution n'est pas prononcée, eu égard au recours qu'ils ont introduit, donc ils peuvent continuer leurs activités. C'est pour ça que je dis, donc, conclusion à vos propos, le GPS existe toujours. En tout cas, ils entendent bien le mouvement GPS reste à contribuer à ses activités, donc continue ses activités et ne commet aucune infraction aux lois de la République et organisation des manifestations selon le Conseil. Voilà, c'est exactement la phrase que le Conseil a produite. Mélissa. Alors. Écoutez, moi, je pense que, en fait, je cherchais cette décision pour avoir plus de matière, en fait, pouvoir me prononcer, mais je n'ai pas été capable de trouver la décision en question du 23 juin 2021. Donc, pour moi, par mesure de précaution, Motus, bouche cousue. Voilà. Mais sinon, normalement, bon, on va sortir de cette... Parce que normalement... Elle est sortie libre de cette audition, n'est-ce pas? Oui, exactement, elle est sortie libre de cette audition. La preuve d'ailleurs... Parce qu'en effet, normalement, si une décision est portée en appel, tant qu'on n'est pas... l'appel, enfin, n'a pas été entendu, évidemment, pour moi, la décision est suspendue. Sous réserve. Voilà, bien sûr. Mais c'est bizarre, j'ai contacté 2 avocats pour avoir l'information. Il y a eu la même réserve. Je commence à avoir peur, justement, à me dire, bon, ok, tant qu'on n'a pas cette décision, et d'ailleurs, je vais aller plus haut, je crois que je vais aller plus haut dans mes investigations. Là, j'ai parlé à 2 avocats, j'ai eu des réserves, donc je crois que je vais aller plus haut pour essayer d'avoir le fin mot de cette histoire, et je vous promets que je viendrai vous dire. Si j'ai l'information, je viendrai partager cette information avec vous. Bon, on a évoqué hier la situation de l'ARIX, donc entre l'élève du lycée, du collège moderne. Du collège moderne à Awele d'Aboisseau. Je me rappelle, tu m'as trop épinglé, c'est ça? Et non, le collège moderne de Aka Awele. Il y a 2 qui fait toute la différence là. Et après, il y a eu également, malheureusement, la situation du jeune élève qui s'est fait poignarder. Donc, le collège Bomberger de Boaké, qui a eu des qui est mort, avec qui en est mort. Un autre élève du collège Renaissance, qui a été poignardé dans une bagarre entre élèves. Voilà. Donc, et là, malheureusement, je vous évoque l'histoire de l'instituteur de l'école primaire publique Herman Kono de la ville d'Odiéné, à 800 km d'Abidjan, qui a été malheureusement battu à sang.
c'est un autre drame, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un autre drame parce que quand j'ai lu l'article, d'autant plus que moi-même je viens d'Audiné, ça m'a un peu touché parce qu'en réalité, le monsieur, il est instituteur. Et donc, ce qu'il fait, quand les cours se terminent, généralement, il prend son téléphone, comme tout bon citoyen, et je pense que c'est son droit le plus absolu. Il fait le tour de la ville et il montre les lieux où il n'y a pas de bitume, où il y a un manque d'infrastructure. En fait, il dénonce ce qui ne va pas dans la ville. Forme d'activisme. Voilà. Une forme d'activisme. De journalisme. Voilà. De journalisme citoyen. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Activisme citoyen. Non, journalisme citoyen. Ce n'est pas activisme citoyen, c'est journalisme citoyen. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de personnes-là. Maintenant, ça peut être interprété comme de l'activisme. Donc, certaines personnes, ils ont parlé de plus de 5 personnes. Ils ont entendu le gars dans un couloir. Il a été battu copieusement. Et finalement, les hôpitaux en place avant ne pouvaient pas le prendre en charge. Finalement, il a été transféré au niveau d'Abidjan pour qu'il soit pris en charge. Et sincèrement, j'avoue que moi, ça s'appelle de l'activisme, que ça s'appelle du journalisme citoyen, c'est juste inconcevable qu'on se retrouve à ces extrémités-là. Non, c'est très grave parce que je veux dire, rien ne justifie la violence. Rien. Aujourd'hui, je pense qu'il doit être de la responsabilité de tous citoyens de montrer aux yeux de la nation, de tout le monde, de nos administrateurs. Ah, il n'y a pas de route ici, il y a des nids de poules ici, il y a des tuyaux qui sont cassés ici. C'est ça notre responsabilité. Parce que souvent, on est assis, nos administrateurs sont dans leur tour. Souvent, ils ne voient pas tout. Il faut que le citoyen lambda, à un moment donné, puisse prendre son téléphone, preuve à l'appui, filmer, il y a ça ici, pour que demain, le service technique de la mairie ou bien le conseil régional viennent pour régler le problème. Souvent, ce n'est pas toujours pour incriminer, ce n'est pas toujours pour discréditer quelqu'un, mais c'est souvent pour attirer l'attention sur quelque chose. Mais après, il faut qu'on soit très prudent sur le motif pour lequel, parce que je ne suis pas sûr que les gens, quand il a ses mains de couple, ils lui disaient « Non, c'est parce que tu montres trop de vidéos. » Après, on est très prudent. On n'a pas les détails. Voilà, je préfère qu'on soit prudent sur le traitement de cette affaire. Mais ce que je dis, c'est en fonction de ce que je lis dans l'article que je dis. C'est selon l'information de nos confrères de Soir Info que c'est sur ça que je m'appuie pour dire. Parce que ce que le monsieur... Nos confrères ont évoqué la condition de la personne. Malheureusement, donc activiste, journaliste, ça dépend de comment on le prenait. Mais après, les motifs pour lesquels il a été battu n'ont pas forcément été... ou clairement été évoqués. Ouais, mais bon, à la fin... Il y a peut-être une enquête, certainement. Il y a même certainement une enquête qui a été diligentée pour qu'on en sache un peu plus. Mais franchement, je trouve que c'est déplorable de battre quelqu'un juste pour ça. De battre quelqu'un. Nous, on va s'arrêter à là. Voilà. Quelles que soient les raisons. Rien ne justifie la violence. C'est ça. Là, on est d'accord. Ouais. Là, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Ouais. Voilà. Peu importe les raisons. Rien ne justifie la violence. La violence. Si on estime que ce que l'autre a fait n'est pas bien, il y a la police qui est là, il y a la gendarmerie qui est là, il y a la justice qui est là. Force reste et à la puis loi. c'est aussi faire preuve de lâcheté, 5 contre 1. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que la dernière fois, on a vu... Bon, enfin, bref. Les amis, juste après, il y a notre grande actu et celle-là va évoquer la modification de la loi sur la presse. À quoi doit-on s'attendre? Que doit-on retenir? Et puis au cours de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir Maître Boga Sako-Gervais. Il est président du comité d'accueil du retour de Charles Blé-Goudé. Il sera sur notre plateau. Pour l'instant, on marque une courte pause et on se retrouve derrière. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Alors, je lisais tout à l'heure un message de Jean-Yannick Rabat. Brice, fais tourner la parole, s'il te plaît. On dit c'est ce qu'il fait depuis. Bon, enfin bref. En tout cas, on essaie. Tout le monde est d'accord de s'être exprimé. Je vais même faire mieux que tourner la parole. Je vais faire tourner la chanson. Isabelle. Ouais, après Isabelle. Non. Ah non, Allez. j'ai peur là. Ça va? Mais c'est bon. Pourquoi? Pourquoi tu Mélissa, c'est une chanson pour vous. Oh là là! Mélissa métisse dit vie, sa vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Ça, c'est bien trouvé. Ça, c'est bien trouvé. Je vous ai dit qu'on souffrait, Mélissa. C'est clair. C'est bien C'est trouvé. bizarre, j'ai eu l'impression vraiment qu'il avait écrit la chanson pour vous. Julien Clerc. Mélissa métisse. Je vis quand même vêtue. Je vous rassure, je vis vêtue. Vous l'avez dit, il y avait peur.
Vous l'avez dit, mais personne ne vous écoute. Hein. Descendez, c'est défendu, mais personne ne l'écoute. Vous connaissez la chanson. Mais bien bon, sûr. allez chercher la chanson, elle s'appelle Mélissa, voilà, de Julien Clerc. Mélissa Métis. Un de ses grands succès. Tu l'as Daouda, qu'est-ce que vous faites comme ça? Daouda, ça Daouda, va? le saisissez-vous? Non, Vous êtes non, à la télé? j'avais Voilà, oublié. voilà, voilà. Je regarde pour voir ce que Tout le monde j'ai vous a vu, Daouda. Bon, on en rit, pour pas en pleurer, certainement, parce que la prochaine information, elle est plutôt dure. Modification de la loi sur la presse. À quoi doit-on s'attendre? Justement, à quel niveau intervient la modification, Daouda, concernant Bon, la loi la modification intervient au niveau de l'article 26, mais il faut préciser que cette loi, en fait, c'est depuis 2017 qu'elle avait été prise. Donc tout le monde ça avait été adopté, voté et autres. Donc cette année, en fait, ils ont fait juste, c'est une modification qui a eu lieu. Donc les députés ont adopté le mardi le projet de loi qui porte modification de la loi de la presse de 2017. Il faut préciser. Cette loi va encadrer désormais l'exercice de la presse en ligne. Comme vous le savez tous, depuis un certain temps, pratiquement tous les canards sont en train de passer au tout digital. Donc du coup, il faut réguler le secteur du digital. En gros, même si tu n'aimes pas le mot en gros, donc je vais dire en somme, les directeurs de publication désormais seront civilement responsables des commentaires qui accompagnent les articles en ligne. Donc, mais je tiens à préciser qu'en 2017 déjà, le même article disait que les directeurs de publication étaient pénalement responsables. Donc, sauf que cette fois-ci, ils ont ajouté sur le pénalement, le civilement responsable. Bon, après, voilà. bon, je ne sais pas si on dit la même. Enfin, je sais, il y a des adverbes qui sont utilisés, pénalement, civilement. Mais je crois que ce que je lis, le directeur de publication, donc je lis comme je l'ai reçu, le directeur de publication est désormais tenu pour responsable civil des commentaires qui seront postés en dessous des articles publiés en ligne. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on soit responsable civil ou responsable pénal. Bon, en fait, civilement, responsable pénal, pénalement, ça veut dire qu'on peut être poursuivi devant un tribunal pénal. Donc, il va être poursuivi par le procureur de la République pour, éventuellement, selon les dispositions. À l'inverse, responsabilité civile, ça veut dire qu'on va être poursuivi devant les tribunaux civils, donc en général par monsieur et madame tout le monde. Ah, c'est juste la conscience collective, je sais pas, qui va estimer que si quelqu'un écrit quelque chose, tu dois te sentir responsable. L'État pourrait aussi, mais... en fait, En fait, moi, mon principal point, hormis responsabilité pénale ou civile, moi, je trouve ça un peu, je ne vais pas mâcher mes mots, absurde. Moi, je vais garder l'information tout à l'heure. Je vais mettre Boga Sako. Je vais en profiter. Hein. Je vais même un peu abuser de lui, de sa présence sur le plateau. je vais lui demander ce qu'il en pense. Mais en tout cas, une chose est sûre. Aujourd'hui, quand quelqu'un, après on va revenir sur l'interprétation qu'on fait du pénalement, pour utiliser le mot de Daouda, ou civilement, toujours le même mot. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que cette loi dit qu'un directeur de publication, si quelqu'un écrit quelque chose en dessous d'un poste, vous devez vous sentir responsable. On doit vous tenir pour responsable de ce qu'écrit. En fait, cet article dit. En fait, je vais essayer de, pour qu'on puisse mieux comprendre. Caricaturer. Voilà, je vais caricaturer. En fait, avant la prolifération d'Internet et sa montée en puissance, il y avait les médias traditionnels. Il y a ce qu'on appelait le courrier des lecteurs. Le lecteur pouvait interagir sur un article que vous avez écrit. Et quand il envoie l'article, vous avez la possibilité, vous, en tant que directeur de publication, après avoir lu, oui, je passe, non, je ne passe pas. Même quand vous le passez dans votre journal, vous êtes civilement et pénalement responsable. C'est juste que rien n'a changé, c'est juste qu'ils ont transposé cette ancienne règle-là à Internet. Sauf que le mécanisme ne se fait pas de la même façon. Voilà. Et quand on dit aujourd'hui article publié en ligne, ça ne veut pas dire forcément un article publié sur un site web où tu as tout le contrôle. C'est un article publié, ça peut être un article publié sur Facebook, ça peut être un article publié sur Instagram, où on n'a pas forcément tout le contrôle. Donc, en fait, pour moi, ça de la manière dont ce texte est rédigé, ben, en fait, dépendamment, ben, en fait, on vient museler la presse. Allons jusqu'au bout de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, normalement, si moi je dis quelque chose dans un commentaire, je peux moi-même je suis moi-même responsable de mes propres propos. Donc, normalement, quelqu'un qui n'est pas d'accord ou qui pense, par exemple, que je l'ai diffamé, peut me poursuivre moi. Donc, déjà, il y a des mécanismes qui sont déjà en place pour gérer cette situation. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut rendre responsable le directeur de publication
De propos qui ne sont même pas laissés. En fait, la loi de 2017... Je vais sur la caricature pour que nos téléspectateurs et moi on comprenne, on explique ça de façon basique. Alors, il y a un article sur la CEI que je vois. La CEI a décidé donc voilà. Et puis, juste en dessous, je dis, la CEI, j'y arrive, est corrompue. Okay. Par exemple, tu as écrit la CEI est corrompue. Oui. Et la loi dit qu'en tant que directeur de publication, en fait, tu dois embaucher des gens pour faire la modération sur ton site, ta page Facebook. Donc, en tant que modérateur, d'abord, Facebook donne les moyens de mettre des balises de sorte que certains mots ne passent pas. Ça, c'est un. De deux, en tant que modérateur, quand tu vois des propos xénophobes, haineux, injurieux, le modérateur qu'on appelle aujourd'hui community manager, digital manager, doit pouvoir l'enlever. Mais s'il ne l'enlève pas et que, par exemple, à ton insu, quelqu'un a mis, mais tu as vu, mais toi, en tant que directeur de la publication, tu dois faire un communiqué pour te désolidariser de la personne. Parce que, je termine, parce que d'abord, en plus que toi, DP, tu seras responsable, mais la personne même qui a écrit le propos est aussi responsable. Mais une fois qu'on est sur le digital, on n'arrive plus à tout contrôler. Parce que si moi, je publie, par exemple, mon article sur moi, mon site Internet, qui est repartagé en fait, par des milliers d'utilisateurs sur Facebook, comment est-ce que j'arrive à contrôler chaque page Facebook qui va diffuser en fait, l'article que j'aurais émis? En fait, je tiens à dire que vous donnez votre avis, hein, vous n'êtes pas le... Oui, je ne fais que donner mon avis, en fait, selon ce que je comprends. Moi, je suis désolée. Parce qu'en fait, j'ai appelé M. Samba Kone, qui est le président de l'ANP, l'autorité de régulation de la presse. Et en fait, il dit en fait que rien n'a changé. La chose qu'ils ont mis dedans désormais, c'est le pénalement qu'ils ont ajouté. Parce qu'en vérité, ils ont eu ce débat-là, ils ont eu des travaux avec tous les acteurs de la presse, le patronat et autres. Et quand ils ont fini de travailler tous ensemble, ils ont juste envoyé au ministère. Le ministre a juste entériné. Rien, au contraire, tout a changé. Quand vous dites le directeur de publication n'a qu'à faire un courrier pour se désolidariser du commentaire. Donc, s'il y en a 10 000, il va faire combien de courriers? Je termine. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne pourra pas matériellement réaliser cet objectif. Et la seconde chose, c'est que vous dites si c'est relayé par des milliers de gens sur Facebook. Mais si c'est relayé par des milliers de gens sur des milliers d'autres sites, c'est-à-dire Facebook, mais d'autres sites web. Et les commentaires des internautes à la suite des articles, pour moi, c'est vrai. Parfois, c'est une vraie plaie. C'est des gens qui sont cachés derrière leurs ordinateurs, derrière des pseudos et qui portent atteinte à l'honorabilité, qui font des outrages, qui peuvent inciter à la haine, qui peuvent faire de la désinformation, qui peuvent être dangereux. On est d'accord qu'il y a un problème, mais c'est une mauvaise solution pour un vrai problème. Pour moi, en essayant de résoudre cela, on criminalise ou on rend responsable des gens qui en vérité ne le sont pas. La seule chose qu'on pourrait leur demander, c'est peut-être d'avoir plus de modérateurs. Mais je pense qu'en ce moment, la presse a des sujets économiques importants sur son financement et un modérateur ou des modérateurs, ça coûte cher. Les payer, ouais. Ou alors, on leur demande plus précisément de ne pas faire de commentaires sur les articles. Moi, je pense ce qui serait liberticide. Et je pense vraiment que la manière dont cet article est rédigé, en fait, laisse interpréter. Ça pourrait être interprété tellement largement en fonction de ce qu'on veut en faire. Parce que à partir du moment où la personne poste quelque chose en dessous, le directeur de publication devient responsable. On ne vous a pas dit en dessous pour 10 minutes, pour 5 minutes, si vous êtes désolidarisé ou pas. Donc, en réalité, ce mécanisme-là pour dégager sa responsabilité n'existe pas dans la loi. Non. De la manière dont l'article est rédigé. Parce que s'il a posté quelque chose que vous avez fait une capture d'écran et que vous partez vous plaindre, on va vous dire, on l'a supprimé après. En fait, une fois que la personne a appuyé sur envoyer, c'est déjà trop tard. De mon avis, en fait, je pense que quand ils mettent tout ça ensemble comme ça, c'est pour appeler à la conscience, à la prise de conscience collective de tout le monde, pour dire qu'en fait, Internet, c'est pas un no man's land. On peut passer à la télé, on peut faire un communiqué. Quand on passe un texte de loi, c'est pour en fait l'appliquer. Donc, ce n'est pas juste appeler à la conscience collective. C'est qu'à un moment donné, quand tu regardes le mécanisme qui est prévu dans la loi, il ne te prévoit pas le mécanisme d'envoyer un courrier, pas envoyer de courrier. Est-ce que c'est 10 minutes ou 5 minutes? Donc, à un moment donné, cette loi-là c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Je pense peut éventuellement museler, peut être un outil, à un moment donné, pour museler, éventuellement, même les utilisateurs qui, à un moment donné, voudraient s'exprimer sur un article.
Parce que ce que ça va donner, si on veut l'interpréter d'un point de vue strict, c'est que les journaux en question digital vont tout simplement fermer leur Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Moi, la question que je pose, c'est une question que je pose. Aujourd'hui, quand on regarde la presse en ligne, quand on poste un article et que tu vois des gens venir injurier, invectiver, rabaisser, mettre dans la boue des gens, mettre l'honorabilité des gens en danger, comment est-ce que toi, tu luttes contre ça? Mais vous avez dit déjà que la personne qui écrit son article est responsable devant la loi de ce qu'il écrit, ou de ce qu'elle écrit, parce qu'elle dit la personne. Donc elle est responsable de ce qu'elle écrit, dans un premier temps. Donc il sera responsable. Maintenant, la personne qui est directeur de publication, à la limite, effectivement, vous estimez que cette personne a besoin d'être interpellée, c'est votre point. Mais Brice, de toi, nous tous, on est sur le plateau, on a tous Facebook. Moi, je fais un post sur toi sur Facebook. Ah, Brice, mon ami, c'est mon lead sur le plateau. Et des gens viennent pour t'insulter. Mais de façon éthique et déontologique, je ne dois pas accepter cela. Je dois avoir la responsabilité de lui dire non, vous ne l'insultez pas. Le premier qui l'insulte, je le dégage. Et comment vous faites? Mais je modère. Je modère mon profil. Je modère ma page. Et qui juge si tu as bien modéré ou mal modéré? Mais justement, en fonction de si j'aime. Mais parce que quand il connaît sa ligne éditoriale, donc en fonction de sa ligne éditoriale, il sait quels commentaires il laisse, il sait quels commentaires il enlève. Moi, là où moi ça me pose problème, c'est quand on me dit que je suis responsable en fait des commentaires qui vont émaner de l'article que j'aurais fait. Mais une fois que c'est partagé par d'autres administrateurs de d'autres pages, comment est-ce que j'ai le contrôle en fait de la situation? Non, dès l'instant que ça sort. Quand ça sort de ton cadre pour aller sur une autre page, lui aussi il est responsable. Bon, c'est de responsabilité à responsabilité. Dans ce cas, on est d'accord. Une chose est sûre, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que nous sommes en train de trouver les directeurs de publication, eux-mêmes qui sont directement visés par cette loi, visiblement... n'ont rien dit. Nous, on ne va pas être plus royalistes que les rois. Eux, ils estiment que c'est quelque chose qui les dérange pas outre mesure. Ils ont discuté avec eux. Ils étaient partie prenante. Ils étaient partie prenante. C'est eux qui sont patrons de presse. Si je me base sur ce que tu as dit précédemment, il faudrait même qu'on rajoute à cette loi-là les directeurs de publication et les administrateurs des différentes pages, des différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, etc. En tout cas, pour le moment... Pour qu'eux aussi soient responsables des commentaires qui vont émaner des articles. Parce que, comme je l'ai dit dès l'entente, Brice, je sais que c'est un petit bout. Très rapidement, en fait, tout ce débat que nous sommes en train de faire, le président de l'ANP a eu à discuter, eux avec le GEPSI, et parce qu'à l'ANP, il y a tout le consortium, le GOTA, des journalistes qui sont là-bas. Ils ont débattu pendant de longs mois. Personne n'a rien dit. Et cette loi est sortie. Je termine rapidement. Est-ce que tu as vu une seule fêtière de journalistes? Il y a beaucoup de lois qu'on a vu passer dans ce pays avec lesquelles on n'est pas d'accord ou qui n'ont pas été débattues, où personne n'a dit qu'il n'était pas d'accord et on n'est toujours pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on dit on n'est pas d'accord. Très bien. Allez. Bon, personnellement, sur le plateau, on connaît vos avis. Voilà, c'est bon. Allez, on avance. Bon, on reçoit justement avec beaucoup de plaisir Maître Boga Sako, s'il vous plaît, sur vos ovations. Merci. Voilà, c'est notre invité ce soir. Qui est d'accord. Docteur Boga Sako. Voilà, j'ai dit maître. Merci, vous avez bien raison. Bonjour. Je risquais avec le commentaire. Mais il peut toujours confirmer ou pas. J'avais dit maître et il m'a rappelé docteur Boga Sako. Oui, c'est un plaisir, docteur Boga. Docteur Boga Sako. Docteur, vous êtes le président du comité d'accueil du retour de Charles Blé Goudé. Voilà. Merci d'être en notre compagnie. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Nous sommes aujourd'hui le 20... J'aime bien l'ambiance. Vous aimez bien. Nous sommes le 24 aujourd'hui. Oui, 24. Charles Blé Goudé arrive dans 2 jours. Dans 2 jours, le 26. Alors, faites un peu l'état des lieux des préparatifs concernant son retour, son accueil. Est-ce que tout est en train d'être fait prêt pour accueillir, recevoir Charles Blé Goudé? D'abord, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. C'est très docteur. sympa. Je connais cette maison. Dès que je suis arrivé d'exil moi-même, j'ai été reçu ici. Tout va très bien. Tout va très bien. Les échanges, les dispositifs, à tout point de vue, ça va. Je voudrais, en entamant cette émission, réitérer mes remerciements amicaux à Charles Blé Goudé, qui m'a fait l'amitié et l'honneur de me solliciter pour présider le comité d'accueil. Parce que, tenez-vous bien, il y a un comité d'organisation qui est chapeauté par M. Joël Poté, un de ses collaborateurs du COGEP. Moi, je suis de la société civile, simplement parce qu'il a voulu que son retour se loge dans le cadre de la réconciliation nationale. Il ne voudrait pas que ce soit vu
comme un politique, comme un homme politique. Donc, il y a un comité d'accueil, il y a un comité d'organisation. Et ce comité d'accueil... Il supervise tout, il chapeaute tout. Et qui à l'intérieur de ce comité? Il y a des forces de police, il y a les membres du gouvernement. Non, le comité d'accueil, puisque selon la mission qu'il m'a confiée, moi j'ai fait pratiquement le tour des leaders sociaux de ce pays. Notamment dans le monde religieux, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le cardinal Coutouan, qui m'a fait il y a 2 jours, qui a donné son onction, sa bénédiction. Ensuite, j'ai rencontré hier le cheikh Al-Aïma, qui est le président du COSIM, de tous les musulmans et tout cela, qui a même offert le Saint-Coran à Charles Blé Goudé et tout cela. Vous voyez, c'est un peu mon rôle. C'est vrai que je n'oublie pas les politiques, mais et puis les chefs traditionnels et tout cela. Voilà. Parce que tout le monde sait les conditions dans lesquelles Charles Blé Goudé est parti, et nous voulons vraiment passer la page, tourner la page pour regarder vers l'avant. C'est la mission qu'il m'a confiée. Et c'est pour cela même que j'ai accepté. Parce que, tenez-vous bien, pour parler des dispositifs, Charles Blé Goudé m'a facilité la tâche parce qu'il a ouvert le dialogue avec les autorités du pays. Vous savez, cher ami, je suis un militant des droits de l'homme. Revenir dans son pays est un droit de l'homme. Obtenir son passeport est un droit de l'homme. Donc, chaque fois que j'allais en Europe, ces derniers temps, j'ai su toujours aller à La Haye pour parler avec lui. J'ai dénoncé cela quand il n'avait pas son passeport et tout. Mais les droits de l'homme, c'est les textes. C'est la Déclaration universelle. C'est la Constitution. C'est sur papier. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes au pouvoir qui mettent en exercice les droits de l'homme. Donc, dialoguer fait partie de nous, nos schémas pour obtenir les droits de l'homme. Le lobbying, ça existe. On l'applique aux États-Unis, n'importe où. M. Charles Blé Goudé a bien fait de discuter avec les autorités. Car une chose est d'avoir les droits sur papier, mais une autre est de les vivre et d'en jouir pleinement. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que je m'en réjouis. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent que Charles Blé Goudé parle de réconciliation, qui ne croient pas vraiment au mot de réconciliation de Charles Blé Goudé. Quand on sait l'histoire de l'homme depuis la Fessie, en passant par les jeunes patriotes, vous qui êtes proche de lui aujourd'hui, est-ce qu'on peut croire à Charles Blé Goudé? Je ne suis pas si proche de lui tant que ça. Tout comme je ne suis pas si proche du président Laurent Gbagbo. Les deux, je les ai défendus pendant 10 ans, en Europe et aux États-Unis. Mais ça, c'est dans le rôle de ma mission en tant que défenseur des droits de l'homme. Aujourd'hui, par exemple, je donne toujours cet exemple. Mon pays est en difficulté avec le Mali, mais je suis un patriote. Je me bats pour que mes compatriotes rentrent et puis après, on peut régler tout ce qu'on peut reprocher au pouvoir en interne. C'est ça les principes que je défends. Donc, je ne suis pas plus proche de lui. Mais ceux qui disent ça, eux-mêmes, ils ne voient pas. La Côte d'Ivoire a changé. Moi, je suis revenu 10 ans après. Je vois des Ivoiriens qui sont portés vers l'avenir. Et je crois que de plus en plus, les Ivoiriens ne seront plus prêts, si prêts que ça, pour mourir pour un homme politique. Je pense que tout ça, ça doit nous enseigner. C'est ça, la Côte d'Ivoire nouvelle. Et Charles Blé Goudé a changé. Alors, docteur Ouga, Sako, pour revenir à l'accueil de Charles Blé Goudé, on a reçu une note ici où on nous a évoqué le fait que Charles Blé Goudé voulait que cet accueil soit sobre. Exactement. Et c'est au nom de cette sobriété-là qu'à l'aéroport, il n'y aura pas foule, il n'y aura pas de masse. Tous ceux qui aiment Charles Blé Goudé, qui voudraient vraiment le voir, doivent lui faciliter la tâche. La mission qu'il m'a confiée, c'est que, et il me disait ce matin en rigolant, il faut leur dire que leur aéroport, là, c'est à la place CP1, à Yopougon. Nous avons discuté avec les autorités pour parler des conditions et tout cela. Je voudrais leur dire merci. D'abord au ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité aussi, ministre de l'Intérieur, et tout cela. Mais c'est parce que le chef de l'État lui-même a donné son accord. Vous savez, quand la tête donne son accord, le reste, ça va de soi. Donc, toutes les autorités sécuritaires sont disposées pour que tout se passe très bien. Donc, mon rôle, c'est de dire à tous les sympathisants, les amis, les parents, à l'aéroport, ce n'est même pas la peine. Au début, nous voulions une 150aine de personnes, mais finalement, c'est 10 personnes seulement qui seront à l'aéroport. Et quelles sont les personnalités qui seront à l'aéroport? Les personnalités. D'abord, alors si on prend 10, ça veut dire sa famille, ne serait-ce que 5 personnes symboliquement. Et puis, quelques personnalités politiques que j'ai rencontrées, même religieuses aussi. Par exemple, je vous ai cité quelques personnalités religieuses qui se feront représenter ou qui feront même le déplacement. Donc, j'ai quelques noms déjà qui ont confirmé. Et puis, une fois qu'il arrive à la place CP1, il pourra voir tout le monde. J'aimerais revenir, docteur, sur l'accueil à l'aéroport. On a bien compris que ce que vous dites aux partisans de Charles Blé Goudé, c'est ne venez pas à l'aéroport, rendez-vous à la place CP1 et nous allons nous rencontrer là-bas. D'ailleurs, il précisait que ce n'était pas un meeting, c'était une rencontre. Exactement. Mais sur les 10 personnes, vous avez parlé de 5 personnes peut-être de la famille,
On évoque la présence de Mme Simone Eyive Gbagbo et la présence de Afi N'Guessan. Est-ce que ça a un sens particulier, ces présences-là, si elles sont confirmées par vous? C'est bien, en tant que journaliste, faites bien votre travail, parce que voilà, on continue de... Mais il n'y a pas que Mme Simone Eyive Gbagbo, encore qu'elle a confirmé effectivement. Elle a manifesté son désir d'être à l'aéroport, et puis elle a confirmé. À côté d'elle, vous avez parlé aussi de M. Afi N'Guessan, effectivement, mais il y a aussi les hommes religieux, hein, par exemple le révérend pasteur Dion, voilà. Je voulais parler tout à l'heure du Cheikh Aïma, etc. C'est-à-dire que... Même mais si sur ces deux présences, est-ce que, symboliquement, quelle explication on pourrait donner au-delà de la présence? Le PPACI aussi, le président Gbagbo aussi est invité. Mais là, je n'ai pas la confirmation, c'est pour ça que je ne vous le dis pas. Très maintenant. bien. Donc, ce que vous dites là, ce sont des personnes qui ont confirmé. Il y a aussi Mme Bonique Lavry. Qui a confirmé sa présence. Qui confirme aussi sa présence à l'aéroport. Vous avez invité le président Laurent Gbagbo, mais il n'a pas encore confirmé. Oui, bien sûr, je n'ai pas encore la confirmation. Non, tout le monde a été invité. Parce qu'il m'a dit, je voudrais ce retour-là inclusif. C'est pour ça qu'il aurait pu le confier au COGEP, son parti. Voilà, c'est pour ça qu'il voudrait que ce soit inclusif. Donc, symboliquement. Maintenant, arriver à la place CP1 à Yopougon, bon, ce sera beaucoup plus ouvert. Mais encore... Et tout le monde peut vous y rejoindre, d'ailleurs. Oui, entre 3 000 et 5 000 personnes à peu près. Mais ce n'est pas pour un meeting. Je tiens à le préciser. C'est parce qu'on n'a pas pu obtenir le palais des sports ou bien le palais de la culture. Toutes ces salles sont prises. C'est pour ça qu'on va à la place CP1. Sinon, moi, je lui avais dit, je ne voulais même pas que ce soit Yopougon. Parce que je veux qu'on change un peu de paradigme. Voilà. Mais on ira à la place CP1 qui sera pour une fois embellie, de façon, qui sera solennisée. Je me permets, s'il vous plaît, merci. Pour que ce soit vraiment une fête, une belle fête, tapis rouge si on peut, etc., quelques chapiteaux, et on peut faire une belle cérémonie d'accueil à M. Charles Blé Goudié. Très bien. Docteur, on va marquer une courte pause et après, on aura l'occasion de revenir sur des consignes en ce qui concerne le comité d'accueil. À tout à l'heure. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Mélissa, en compagnie d'Isabelle, de Pascal et de Daouda. Sur notre plateau, nous avons l'honneur de recevoir Dr Boga Sako-Gervais. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Et moi également. Et vous êtes là ce soir, docteur, en votre qualité de président du comité d'accueil, donc du retour de Charles Blé Goudié. Vous avez bien précisé le comité d'accueil, ce n'est pas le comité d'organisation, donc il ne faut pas qu'on vous appelle pour d'autres questions. Le PCO. Le PCA. Donc du coup, quand je me retrouve avec lui, il dit le PCO, quoi, il m'a PCA, je dis oui, je vois. Isabelle, vous avez une question pour mettre? Oui, alors Dr dans quel Boga, état d'esprit se trouve aujourd'hui Charles Blé Goudié quand il doit rentrer à quelques jours dans son pays après 11 ans en exil? Il y a à la fois de l'appréhension, de l'émotion, un peu d'excitation aussi. Hein. Je parlais avec... On s'appelle à tout moment, puisqu'il m'a mis en mission. Quand il y a quelque chose, des détails, il m'appelle. Mais aussi beaucoup de concentration, beaucoup de prières. Voilà. C'est pour ça même que dans le programme, il y a une messe d'action de grâce et tout ça. Parce que, vous savez, avec tout ce qu'on a traversé, et puis l'exil est pénible. 10 ans, 11 ans, moi j'ai fait 10 ans, c'est pénible. Tu peux être dans de bonnes conditions. Moi j'ai eu la chance, j'étais en Europe, et puis j'allais tout le temps aux États-Unis, mais la famille, elle te manque, les enfants. Le pays même. Et le pays. Le pays. Donc Charles, je revois parce que je revis la même chose. Il est tout excité, il est à la fois concentré, il est émotif aussi et tout ça. Donc bon, voilà. Ah, donc pour l'image, donc on va revenir donc à l'image de l'accueil. L'avion de Charles Blé Goudié arrive à quelle heure? Alors l'avion, un vol commercial, il faut le préciser. Important. Il atterrit à 11h05. Blé Goudié arrive à 11h25, le samedi 26 novembre 2022, 11h25. Et par le canal ordinaire, pas de salon d'honneur, rien du tout. C'est ça la sobriété. Et donc quand il aura fini avec les formalités policières, douanières, il sort et les 10 personnalités vont l'accueillir dans le hall où vous et moi on passe pour voyager. Enfin, je ne sais pas si vous avez des diplomatiques, mais bon. Non, on passe là-bas. On passe à côté. Moi, il passe à côté. Souvent, mais là, on passe là. Régulièrement, on passe pas. Là, mais moi, j'ai une inquiétude quand même pour le hall, le vol commercial, le passage commun. Est-ce que dans ce hall-là, ça ne va pas créer un peu de meute? D'autant plus qu'il y a des voyageurs. Il y a une Simone Gbagbo qui a confirmé, Afi N'Guessan qui a confirmé.
quand même, c'est des figures de proue de la politique nationale. Est-ce que ce qu'on veut éviter, on ne va pas en arriver à ça finalement? Parce qu'on suppose que dans le vol, vous dites qu'il y a 10 personnes qui l'accueillent, mais il y a 200 personnes dans le vol aussi. Ah oui, et il y a peut-être 300 personnes dans le hall qui attendent, qui attendent quelqu'un ou bien qui veulent partir. Pour renchérir sur ce que Daoud a dit, on a vu par exemple à l'occasion du retour du président Laurent Gbagbo que dès l'avion, il y avait des gens qui avaient déjà commencé à se filmer, à faire état de sa présence dans l'avion. Il y a eu un petit remous, même si ce n'était rien par rapport à ce qui s'est passé. Tout cela fait partie. Oui. Non, et puis sur le désordre, c'est-à-dire que où vous faites attendre ces personnalités à l'aéroport, donc quelle est leur utilité si vous le faites passer par le droit commun, puisqu'elles n'auront pas accès à un salon ou à un espace privé pour attendre? Oui, alors, ça fait un package. Donc je vais y aller. Très bien. Mais ça fait partie des éléments que nous avons discutés avec les autorités policières. Je voulais vraiment les saluer les deux ministres d'État et de la Défense et celui de l'Intérieur, parce que c'est le haut commandement de la police et de la gendarmerie qui nous ont rencontrés. On a discuté tous ces détails. Si nous sommes arrivés au chiffre de 10, c'était pour pouvoir maîtriser. Au début, nous, on pensait 150. Après, finalement, Charles m'a appelé, il m'a dit, Doc, on laisse tomber 10 personnes, ça me suffit. Voilà, ça confirme la sobriété, etc. Très bien. Maintenant, et dans les échanges aussi avec les autorités policières, je disais, ce n'est pas pour Charles Blé Goudé qu'on va interdire à un parent de recevoir son fils qui voyageait normalement sur le même vol ou dans un autre vol. Donc, les droits de l'homme seront respectés, normalement. Sauf que, comme c'est quand même particulier, des dispositions seront prises. Les autorités vont... sa sortie d'avion, pour faciliter voilà. donc les formalités. Et même, je pense que les formalités, ils vont les lui faciliter. C'est ça. Pour que, voilà. D'ailleurs, même, je puis le dire aussi, il n'est pas forcément seul sur le vol. Il vient avec environ une dizaine de personnes. Ça aussi, on l'a confirmé aux autorités policières. Tout est su. La liste des personnes qui sont avec lui sur le vol, etc. Mais quand il arrive, une fois qu'on l'a salué, on sort avec lui. Et sur l'esplanade, là, je vais dire dans le parking, on va aménager un endroit parce que les journalistes seront tous là-bas. Et ils ne sont pas dans les 10 personnalités dont on a parlé. Donc, il pourra adresser ses premiers... Il y aura un moment de presse, exactement, un moment d'échange exactement, avec la mais presse. dehors, pour permettre aux Ivoiriens, comme si c'était normal. Voilà, donc dehors, il pourra adresser ses premiers mots aux Ivoiriens, à ses parents, à toute la Côte d'Ivoire, via la presse nationale et internationale. Aujourd'hui même, je leur ai distribué les badges, les accréditations et tout cela lors d'une conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui à mon siège à 11h. Très bien. On a juste envie de dire... Bienvenue. Enfin, on ne va pas anticiper. Je vais dire bienvenue, mais on va attendre samedi pour retrouver Charles Blé Goudé. Donc aujourd'hui, on peut confirmer que toutes les dispositions, en tout cas, les principales sont prises pour que ce retour qu'on veut sobre se déroule dans les meilleures conditions pour Charles Blé Goudé. Tout à fait. Merci beaucoup. Non, c'est moi. Merci pour cette opportunité. Et fasse Dieu que tout se passe très bien. Très bien. Tout se passera très bien. Bon, alors, je tenais, vous êtes là, docteur, je ne pouvais pas vous laisser partir sans quand même que j'invite le président quand même, parce que lui aussi, il a donné son... S'il vous plaît, monsieur le président, avec moi, Lascoville. Monsieur le président, merci de nous rejoindre. Vous avez su que docteur Boga Sako Gervais était sur notre plateau, et là, vous avez souhaité, je vais même déplacer mon siège pour vous, monsieur le président. Monsieur le président. Voilà, monsieur le président, vous pouvez... Bien sûr. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur Boga. Je vous en prie. Bonsoir, Brice. Alors, justement, vous vous prononcez sur le retour de Charles Blé Goudé Vous savez, Blé Goudé est un fils. Bien évidemment, c'est mon neveu. Et j'allais justement le dire à Boga. J'ai une commission pour mon neveu. J'ai 3 paquets de bonbons quelque part dans la voiture. J'ai demandé au protocole de les donner au docteur Boga. Non, mais c'est mon neveu, Blé Goudé. Laurent Gbagbo est mon frère. Donc, Blé Goudé est mon neveu. Et donc, j'ai tenu à venir manifester ma joie. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique l'absence de Dominique, qui est en train de préparer un bon foufou à la sauce graine pour notre neveu, pour l'accueillir. Très bien, c'est une bonne nouvelle, ça. Bien évidemment. Bon, on parle un tout petit peu, monsieur le président. Je l'ai vu quelque part, il y a le lancement de l'opération Épervier 8. Ah, bien sûr, bien sûr. En plus, pour sécuriser l'arrivée de mon neveu, mais aussi pour permettre à nos concitoyens de fêter dans de bonnes conditions, parce que nous sommes à l'orée des fêtes de fin d'année. Et bien évidemment, ce ne sera pas seulement pour sécuriser. J'ai constaté qu'à Abidjan, dans les ménages, les insectes, bien évidemment, les souris, les cafards également, et bien sûr, tout ce qu'il y a comme bestioles dans la maison sont très souvent tués. Alors, j'ai demandé aux forces de sécurité, dans un souci d'équilibre
et des droits de l'homme, Dr Bouga sera d'accord avec moi, d'empêcher non seulement les bandits d'agresser les gens en ces temps de fête, mais d'empêcher également que soient tués les cafards, les souris et même, même les moustiques. Voilà, on ne doit plus tuer les animaux dès maintenant, voilà, en Côte d'Ivoire. Et donc l'opération Épervier va permettre de faire cela. Mais par contre, les guêpes, voilà, on peut bien évidemment. Ah, les guêpes particulièrement. Non, mais elles sont plus dangereuses, bien évidemment. Elles sont plus dangereuses. Vous avez des cas spéciaux pour que les guêpes puissent être... En tout cas, je protège les animaux également. Sauf les guêpes. En tout cas, bienvenue à mon jeune frère. Et voilà, je souhaite voir mon neveu le plus tôt. Bon, alors justement, on parle un peu du... On termine là-dessus, Monsieur le Président. Oui. Le président de l'Assemblée nationale... Adama. Oui, Victogo, à Yopougon. On parle de mercenariat. Vous savez, Adama fait un travail remarquable. Et je suis particulièrement fier de lui. C'est ce qui explique, bien évidemment, que je l'ai choisi comme candidat à Yopougon. Et bien évidemment, bon, j'ai entendu certaines choses, mais vous savez, Adama a beaucoup de talent. Et je suis persuadé qu'il va les dribbler à Yopougon et nous ramener la victoire. C'est quand même mon fils, voilà. En tout cas, j'ai été très heureux d'être avec vous, et bien évidemment. Merci beaucoup. Donc, voilà. on vous attendra certainement à l'aéroport pour nous faire la surprise de votre présence à l'aéroport. Docteur Bouga, les bonbons sont là, les bonbons de mon neveu Blé Goudé. Allez, merci. Votre président, après la Yorogang et la Morigang, je viens avec la... Merci Pascal, merci. Merci docteur. Voilà, on a un petit cadeau, c'est un petit cadeau pour vous. Magnifique. Pour vous dire merci, Merci beaucoup. Merci Isabelle. Oui. Merci Mélissa. Merci Daouda. Merci Brice. Merci Pascal. Merci. Pour la suite, vous retrouvez donc le JT en compagnie de Sharon Camara et puis André Bois dans Sans langue de bois. Son invité s'appelle Serge Billet. On se donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. On se dit à demain. Bonsoir, mesdames, messieurs. Comme tous les jeudis, nous prenons le relais après ce qui s'est passé sur ce grand plateau pour le Grand Talk, qui se poursuit ici même avec Sans langue de bois. Je suis très heureux d'être avec vous et de vous permettre de discuter, de débattre avec une personnalité, j'allais dire haut en couleur, mais non, une personnalité, c'est vrai, avec des aspérités, mais c'est une personnalité qui est dans un combat. C'est le combat de la cause de l'identité noire. Il est aujourd'hui avec nous. C'est un écrivain aussi prolixe, journaliste. Il a des choses à dire et nous avons des questions à lui poser. Serge Billet est avec nous. Bonsoir, Serge. Bonsoir, André Bois. Alors, Serge, pardonnez-moi, on sait que vous êtes dans un combat pour l'identité noire. Vous êtes l'un des seuls à faire connaître vraiment ce combat-là à l'échelle mondiale. Mais au fond, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'exploitation comme ça, de ce qui a été la souffrance noire, comme ça, à tout moment et est-ce qu'on peut vous faire ce reproche-là? S'il y avait une forme d'exploitation, il n'y aurait pas eu toute l'émotion qu'il y a eu autour de la mort de Motunde récemment, qui était lui aussi membre de toute cette équipe de personnes qui travaillent sur l'identité noire, qui travaillent sur la mémoire noire, qui travaillent sur l'histoire africaine. Mais quand on parle de ça, on n'est pas dans quelque chose où on se regarde comme on regarde un nombril en disant « nous avons souffert ». Nous sommes capables aussi de dire nos ombres et nos lumières. À titre personnel, j'ai écrit des livres qui ne sont pas forcément tendres avec ce que nous avons été. Et j'ai écrit des livres aussi qui disent la mémoire de ce que nous avons été, qui veut être révalorisée. Donc, il n'y a pas de souffrance qu'on exploite, il y a une volonté et une obligation de pouvoir transmettre, comme m'ont fait Cheikh Anta Diop avant nous, ou Aimé Césaire, que j'ai côtoyé, qui sont des gens qui ont travaillé pour faire en sorte que nos enfants se retrouvent dans des livres, dans des archives, dans des choses qui parlent d'eux et dans lesquelles ils sont capables de pouvoir dire « je suis fier ». Notre histoire, ce n'est pas une histoire de souffrance. Notre histoire, ce n'est pas une histoire d'esclavage. Notre histoire, c'est une histoire qui est à la fois forte, flamboyante, avec des faiblesses, avec des forces, et c'est tout ça qu'il faut dire. Vous êtes un homme de conviction, on le voit, et donc il n'est pas question, dans ce que vous me dites, et c'est la question même que je vais vous poser, pour vous de dire, nous avons été ceux qui ont souffert le plus, donc qu'on nous regarde différemment, qu'on nous accorde un peu plus
que les autres. Ah, jamais, jamais. Mais non, mais ça, ce serait faire du nombrilisme. Moi, je dis qu'à partir du moment, pendant très longtemps, pendant de nombreux siècles, nous avons été niés comme étant des êtres humains. On a été considérés comme des animaux. Et c'était encore le cas, y compris sous le nazisme. Quand j'écris le livre Noir dans l'esclave blanc, quand j'écris le livre Noir dans les camps nazis, je montre bien que même dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, nous étions considérés comme des animaux. On n'avait pas le même statut que les Juifs. Voilà. On était en dessous d'eux. Mais à partir du moment où vous vous battez pour faire en sorte que vous soyez considérés dans la race humaine comme les autres, mais il faut regarder les ombres et les lumières. C'est plus dire, nous sommes les plus beaux, nous avons le plus souffert. Tout le monde a souffert. Notre souffrance doit être prise en compte, mais pas plus que celle des autres, mais pas moins que celle des autres. Notre capacité à la fois à être bon, mais aussi mauvais, doit être racontée comme pour les autres. Donc, quand on rentre dans la dimension humaine, quand on redevient, ou quand on rentre, ou quand on retrouve sa place en tant qu'être humain, eh bien, on retrouve sa place aussi avec ses ombres et ses lumières. Alors, Serge Billy, vous êtes un homme de toutes les cultures. Vous avez été donc pendant longtemps journaliste aux Antilles, donc votre lien, le pont que vous créez entre les Antilles, l'Afrique et on va dire l'Europe. Aujourd'hui, sur ça, vous dites quoi? Avec tout ce que vous avez écrit, ces nombreux livres magnifiques que vous avez sortis, vous vous dites, finalement, j'ai vraiment apporté quelque chose dans le rapprochement des races. Je fais exprès en disant des races. Moi, la seule chose sur laquelle je suis sûr, c'est que j'ai apporté quelque chose dans le rapprochement entre l'Afrique et les Antilles. D'accord. Quand j'organise, et quand je dis Antilles, je parle d'Antilles-Guyane, quand j'organise en 1994 le premier retour des Bonis de Guyane, qui sont les descendants en partie d'esclaves ivoiriens, c'est quand même quelque chose, c'est énorme. Ils viennent ici pour la première fois. Après, nous avons pu le refaire 20 ans après, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand j'organise les premiers échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et la Martinique en 1994, 95, 96, 97, c'est énorme aussi. Ça permet à des artistes comme Mewé, comme d'autres, d'aller aux Antilles, à des artistes antillais de venir ici. Donc, ce que moi, je suis sûr, ce dont je suis sûr, c'est d'avoir contribué au rapprochement, au pont entre les Antilles et la Guyane. C'est important entre les Antilles et l'Afrique. C'est important parce que nous avons encore une méfiance à l'égard les uns des autres, parce qu'il y a un contentieux historique qu'on ne peut pas balayer du jour au lendemain. Donc il faut travailler à cela. Et moi, je suis content quand je vois que je quitte le journal télévisé et que la plupart des Martiniquais, parce que bon, apprécier ce journaliste, et disent mais on regrette, et tous les jours ils disent on regrette, pourquoi vous partez, il faut rester chez nous. Ça veut bien dire quelque part que l'Africain que j'étais au départ, dont on a pu se méfier quand il est arrivé, eh bien, il était adopté. Donc ça veut dire que si on fait des petites choses, on est capable de pouvoir construire des ponts entre nous. Si je vous posais la question, parce que vous voyez-vous, vous parlez encore de ce contentieux qui pourrait exister entre les Antillais et nous, et on se pose la question très souvent, est-ce que les Antillais se sentent vraiment, peut-être c'est l'une des conséquences de ce que vous avez pu faire, est-ce qu'ils se sont un peu plus rapprochés de nous? Est-ce qu'ils se sentent un peu plus africains? Ou ils se disent, bon, nous sommes des Français, culturellement. C'est vraiment très important qu'on comprenne le rapport que les Antillais ont avec nous. Je comprends très bien. Moi j'ai un baromètre. Oui. J'avais lancé en 1995 le premier vol direct Air Afrique entre Abidjan et Fort-de-France. On en a fait 2 ou 3 comme ça, avec mon frère qui était ici, qui était Air Afrique, qui a fait un très gros travail, François Billet. Et puis bon, à l'époque, il n'y avait pas un engouement tel, mais ça a quand même marché sur 3 fois. Oui. Et aujourd'hui, je vois de plus en plus d'Antillais qui veulent venir, de plus en plus de Martiniquais qui veulent venir. D'ailleurs, je suis là, mais au même moment où je suis là, il y a un groupe de Martiniquais qui est allé donc jouer à Bangourou. Oui. Il y a Jocelyne Béroir qui arrive dans quelques jours. Donc, il se passe des choses. Moi, c'est ça. Et quand je vois qu'au moment de partir, la semaine dernière, quand je quittais la Martinique, on me dit, mais à quand le prochain vol direct? Donc, il y a une vraie demande. C'est à cela que je mesure les choses. Après, vous ne pourrez pas empêcher qu'il y en ait qui se disent « Moi, je ne suis pas africain, moi, je ne suis pas ceci, moi, je ne suis pas cela ». Mais il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, se réclament de l'Afrique, qui savent qu'ils sont antillais, mais qui se réclament de l'Afrique. Et puis d'autres même qui vont même plus loin, qui disent « Nous sommes des Africains des Antilles ». Donc, tout est mélangé. Les choses ont évolué. Comme on dit chez nous, tout est mélangé, mais il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Alors, et là, je ne vais pas jouer l'opposition entre ce qui est utile, puisqu'on fait la promotion de la culture, et ce qui pourrait ne pas l'être. Vous allez voir ma question. Et les Antillais, ils savent qu'en Afrique, on a de gros problèmes de développement, on a besoin d'investisseurs, de richesses. Mais là, ils sont absents, les Antillais, sur le terrain de l'exploitation. Parce qu'on laisse tout ça. Demain, là, on est en train de parler des Russes qui vont venir investir. Les Antillais, ils sont français, ils peuvent être de bons investisseurs. On a tendance à parler des autres, mais est-ce qu'on parle de nous-mêmes? Moi, quand j'organise le premier vol direct avec la Martinique et la Côte d'Ivoire, et que je vais voir des gens, des politiciens haut placés, on est en 95 déjà, 1995. Et je leur dis, mais il faut continuer. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais qu'est-ce que ça va nous rapporter? Bon.
C'est ce qu'ils me disent. Mais c'est une question. Non, en Côte d'Ivoire, je dis, mais on commence par la culture, on commence par le rapprochement historique, et puis après on peut développer. Parce que s'il avait existé dès 1995 un vol direct entre la Côte d'Ivoire, qui servirait de hub pour toute l'Afrique, et puis les Antilles, mais on serait peut-être déjà différemment ailleurs. Puisqu'il y a des choses à échanger. Il y a historiquement des choses à faire, culturellement des choses à faire, mais aussi des denrées à partager. La transformation de l'igname, la transformation de la banane, qu'ils savent faire là-bas, des plantations donc, au pouvoir aussi à faire ici. Il y a plein de choses à faire. Mais ça ne vient pas... Qu'est-ce qui bloque? C'est une volonté politique de part et d'autre. Une volonté politique de part et d'autre. Parce que moi, je vous ai en face de moi, je peux dire, ça fait partie. Parce que, évidemment, d'un point de vue intellectuel et culturel, vous avez réussi. Mais d'un point de vue, permettez-moi le mot, un peu utilitaire, ce qui peut nous aider à mieux vivre, est-ce que je peux dire que là, Serge Billet a échoué? Mais je ne peux pas dire que j'ai échoué parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, même si nous avons des ordinateurs qui vont très vite, c'est un monde qui avance à petits pas. C'est-à-dire qu'à l'échelle humaine, en 25 ans, en 28 ans passés à la Martinique, j'estime que j'ai fait beaucoup plus que n'importe qui avant moi. Donc oui, c'est un petit pas, mais c'est un petit pas pour l'homme qui peut être un grand pas pour l'humanité. Si nous y mettons tous ensemble, nous avons toujours une tendance en Afrique à croire à l'homme providentiel. Ça n'existe pas. C'est le travail collectif qui fait avancer les choses. Et pour l'instant, jusqu'à présent, j'étais un peu seul. Maintenant, ça commence à venir, mais il faut que de part et d'autre, il y ait une volonté politique, et cette volonté politique-là, on ne la retrouve pas ici. Alors, de plus en plus, Serge Billet, vous êtes présent en Côte d'Ivoire, donc voilà, le pont est largement exploité que par le passé, compte tenu de vos activités professionnelles. Et puis, on se dit, mais vous êtes là, quel regard vous jetez là sur nos politiques tout court, hein, la façon dont la politique est menée en Côte d'Ivoire, le débat, cet échange avec son corollaire de friction que nous avons. Quel est le regard de Serge Billet? Mon premier regard politique il date de 1984. J'étais étudiant, j'avais 24 ans, et j'étais en vacances, et mon père avait organisé un dîner avec des ministres qui étaient là, parce qu'il est très, très dans la politique, et il y avait Bala Keïta qui était là. C'était mon premier clash politique. Bala Keïta me faisait des grandes envolées sur la démocratie. Quand on est étudiant, on est tous protestataires. Bien sûr. Le football, on l'aime bien, mais voilà, il y a des choses qu'on n'appréciait pas. Et d'ailleurs, il est comme tout le monde, il avait ses ombres et ses lumières, même si ses qualités sont très grandes et que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Absolument. Et à un moment donné, j'ai dit à Bala Keïta, mais il faut arrêter. Pour les jeunes de ma génération, il faut plus que Houphouët-Boigny, il faut une ouverture. Et d'ailleurs, c'était juste avant toutes les manifestations qu'il y a pu y avoir pour pouvoir donc élargir la démocratie et sortir du parti unique. J'ai dit, il faut plus que ça. Et à un moment donné, il me dit, mon cher ami, jeune homme, avec Houphouët-Boigny, c'est comme dans un théâtre. Quand il ouvre le rideau, tout le monde applaudit. Et quand il le ferme, tout le monde se tait. Et ça, c'était déjà donc, en 1984. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses n'ont pas beaucoup avancé. Ça a changé ou pas? Non, parce qu'on a tous ce même rapport de soumission au pouvoir? Quels que soient les chefs d'État qui se sont succédés, j'ai l'impression qu'on n'avance pas en termes de démocratie, ou en tout cas qu'on avance très lentement. Et moi, ça me gêne, parce que c'était valable sous Bédier, c'était valable sous Gbagbo, c'est valable sous Ouattara. Il faut qu'on fasse bouger les lignes. Et en plus de ça, il y a un vrai problème aujourd'hui, il faut une relève. On dit oui, il faut que les trois grands partent. Moi, je suis le premier à dire qu'aujourd'hui, c'est bon, ils ont fait leur temps. Ce sont des gens extrêmement intelligents, extrêmement brillants, qui ont fait des choses qui, individuellement, sont très forts, mais qui, ensemble, collectivement, nous ont mis dans une situation Vous allez vous faire des ennemis, Serge Billet. C'est pas mon problème. Individuellement, ils sont très brillants, mais collectivement, ils nous ont mis dans une situation très difficile. Et aujourd'hui, il faut sortir des côtés partisans, des différents camps. Mais pour qu'on puisse le faire, il faut qu'il y ait une relève. Vous êtes un promoteur du renouvellement des générations. Et cette relève, elle est où? Moi, je veux bien qu'on dise oui, mais Ouattara, Gbagbo, Bédier a fait son temps, ils ont fait leur temps. Mais vous êtes où? Où est le courage de ceux qui veulent prendre la relève? Puisque vous parlez de culture, en Afrique, à la limite, on vous dit que le chef ne doit pas désigner celui qui va prendre sa relève, etc. Donc c'est ça, on a un vrai problème culturel, même dans la succession. Oui, on a un problème culturel. On a un problème culturel parce que nous faisons des blocages. Mais nous savons tous que la tradition, on en garde ce qu'on veut quand ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, on enlève une certaine partie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des grands débats sur la polygamie, sur l'excision. Donc ça veut bien dire qu'il y a des moments dans la tradition qui, quelquefois, peuvent nous gêner et faire débat. Mais on peut aussi débattre de ça. Est-ce qu'on peut succéder à un chef de son vivant? Est-ce qu'on peut s'opposer à lui de son vivant? Il faut en parler. Moi, j'ai trouvé intéressant le débat qu'il y a eu à un moment donné au PDCI et finalement, donc, l'actuel ministre de la Réconciliation donc, a mené ce combat
combat, il n'a pas été entendu, mais au moins il a eu le courage de le mener. Mais il faut que dans tous les partis, il puisse y avoir des choses de ce genre-là, que des jeunes se lèvent et disent « moi je veux que ça bouge, moi je veux que ça change, et pour que ça change, ben, je prends des risques, au risque de me faire atiboiser ». Très bien, là aujourd'hui vous êtes un journaliste, homme de médias pendant plus de 30 ans en Martinique. Comment vous regardez aujourd'hui l'évolution des médias en Côte d'Ivoire? Je le dis parce que l'actualité a été marquée par faut le dire, par les propos de notre président directeur général, Fabrice Sarwignon. Vous l'avez entendu, ça a son choix très clair de ne pas favoriser des films qui viendraient donc de l'Inde ou du Mexique ou sur des pays qui, on va dire, il y a 30 ans, étaient au même niveau que les nôtres. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je comment le comprends. vous lisez ce débat? Moi qui travaille sur la question noire, ouais. La réhabilitation de notre mémoire, je ne peux être que d'accord avec ça. Même si j'ai un bémol, je ne peux être que d'accord avec ça parce que c'est évident qu'il faut travailler à valoriser nos cultures et forcément, donc les films qui parlent de nous. Il faut que nos enfants soient fiers de voir un noir à la télé, qu'ils soient fiers de voir un héros, ou même quelquefois de voir des histoires qui sont abracadabrantes aussi à la télévision. Oui. Voilà. Maintenant, bon, quand on dit ça... voilà, votre bémol, c'est lequel? Voilà. Si on ne veut pas de film étranger, ça veut dire qu'il ne faudrait pas de film américain non plus. Voilà. Donc, non, mais je veux dire, on pourrait aller jusqu'au bout. C'est pour ça que ma question, c'était de vous dire, vis-à-vis de certains pays qui, il y a 30 ans, 50 ans, culturellement, étaient au même niveau. Parce que l'Inde, ce n'est pas non plus l'Amérique, voyez-vous. Donc, c'est ça que je veux... Est-ce que c'est un vrai bémol, finalement, quand vous dites ça? Non, mais c'est pour taquiner, mais bon, c'est aussi qu'il faut l'entendre. Moi, je veux à la rigueur qu'on aille même beaucoup plus loin. C'est déjà bien. Moi, quel regard je pose sur la télévision et sur les médias aujourd'hui, moi, je suis très content de ce qui se passe. Ça bouge. Je dis simplement qu'il y a une chose qui m'inquiète, moi. Dans un pays où les choses se délitent, on voit bien le niveau de l'école aujourd'hui qui tombe de plus en plus. Dans un pays où on a connu de grands intellectuels comme Amon Dabi, comme Jean-Marie Adjafi, comme tant d'autres, qu'on voit qu'aujourd'hui, on laisse plus de place à des gens qui finalement n'ont pas beaucoup de fonds. Qui ont leur place à la télévision, parce qu'il y a la place pour tout le monde à la télévision. Mais qu'on verse un peu plus vers les influenceurs, vers des gens qui peuvent promouvoir du divertissement. J'ai ma petite idée. Il faut faire très attention à qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Il faut que les intellectuels aient leur place un peu plus à la télévision. J'ai ma petite idée sous forme de question. Parce que là, vous êtes dans l'actualité, parce qu'on parle de cultura, parce que vous m'avez tendu la perche. La faute sans doute aux journalistes culturels. Parce que vous êtes là censé, là récemment, les noter dans le cadre de ce Grand Prix. Est-ce qu'ils ne sont pas au cœur du problème de la place de la culture dans nos médias et Moi, je dis toujours qu'on a trop tendance, je disais tout à l'heure pour les hommes politiques, on pointe les anciens qui sont là en disant qu'il faut qu'ils partent, mais il faut pointer aussi la relève qui n'est pas là. Moi, je pense qu'on pointe les journalistes culturels, mais on oublie de pointer la population. Nous avons une population qui se gargarise aujourd'hui de choses beaucoup plus simples, beaucoup plus simplettes. On est dans l'affairage. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, là, le fameux mot, le béret, c'est sans doute la chose la mieux partagée. Voilà. Okay. Alors, il préfère Amon Chic qu'une émission peut-être comme celle-ci. Alors que, même si Amon Chic aussi a sa place. Hein, Mais c'est bien ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut les deux. Il faut les deux, mais c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un qui penche davantage que l'autre. Et naturellement, si on doit aujourd'hui s'interroger, il ne faut pas pointer que les journalistes culturels, il faut pointer aussi la population. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, les journalistes culturels aujourd'hui? Parlons d'eux. Là, vous avez avec Cultura, vous les observez, vous allez encore les observer, parce que vous êtes président de ce juriste. C'est un magnifique projet, on est d'accord. Là, la semaine dernière, on a plébiscité ou félicité en tout cas les anciens, ceux qui ont marqué quand même l'histoire culturelle de la Côte d'Ivoire. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Et quand vous observez, est-ce que vous pensez qu'ils vont dans le bon sens? Est-ce qu'ils ont la qualité aujourd'hui? Vous parlez de culture. Mais notre rôle à nous, c'est d'essayer d'aider à émerger les meilleurs, puisqu'on va les récompenser donc en novembre prochain. C'est de voir quels sont ceux qui ont une belle plume, quels sont ceux qui ont des reportages intéressants, quels sont ceux qui fouillent davantage dans l'histoire, oui. Mais moi, je dis toujours aussi que les journalistes, ils font leur travail. Ils se battent, ils sont quelquefois dans des déserts avec des gens qui ne comprennent pas, ou bien qui ne les lisent pas, ou bien qui ne les écoutent pas. Mais il faut qu'ils continuent à faire leur travail. Mais il faut aussi qu'ils soient respectés par les autorités. Quand vous voyez que pour Cultura, par exemple, le comité d'organisation n'a pas été reçu par le ministère de la Culture, qu'ils n'ont pas eu une espèce de quitus de ce ministère de la Culture, c'est gênant parce qu'il faut que tout le monde soit dans le même bateau. La culture, c'est le parent pauvre de la Côte d'Ivoire. C'est le ministère qui a le moins de budget, alors que nous avons un pays qui est magnifique, qui a une culture extraordinaire. Quand je vois la Martinique, je viens de la Martinique. Nous avons chaque année à peu près 1 million de touristes qui passent en Martinique. 1 million de touristes. 1 million de touristes qui passent en Martinique. Mais nous n'avons pas plus qu'eux.
Nous avons des plages extraordinaires en Martinique, nous avons une culture créole qui est magnifique, nous avons donc différentes choses, nous avons aussi le souvenir de Mécésaire. Et on a à peu près tout ça ici. Mais on a 10 fois plus ici. Alors. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce que la culture ne joue pas encore son rôle dans l'imaginaire collectif, parce que les gouvernements ne prennent pas la mesure de ce que représente la culture, parce que la culture peut rapporter de l'argent, la culture et l'histoire. Très bien. En tout cas, vous êtes un bel avocat, un bon avocat de la culture, mais quand même, vous avez votre regard, on termine là-dessus pour terminer cette émission. Vous entendez beaucoup de nos compatriotes, notamment ils sont à Paris, etc. Ils parlent de panafricanisme. Vous devez avoir quand même une petite idée là-dessus, et notamment à l'aune de ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Retenir 46 soldats ivoiriens, alors que le gouvernement ivoirien dit que ce sont des Ivoiriens, etc. Franchement, le panafricanisme, c'est une vaste blague. Moi, je vais être très à l'aise. Ouais. J'ai vécu un moment à Tombouctou, quand je suis allé faire mes recherches sur les grands empires soudanais, au musée Ahmed Baba, et j'ai été très très bien accueilli par les Maliens. Donc j'ai une affection particulière pour le Mali, mais je continue de dire que ces soldats sont injustement emprisonnés. Et que je continuerai toujours à soutenir le gouvernement ivoirien dans son projet d'établir le dialogue et de maintenir le dialogue avec le Mali, et tout en gardant ce rapport entre frères, parce que nous sommes des frères. Voilà. Maintenant, le jugement que certains portent sur le panafricanisme est un jugement quelquefois qui est erroné, parce qu'il est frappé à l'aune des gouvernants. Moi, je vois les peuples. Quand moi, Ivoirien, je suis reçu au Mali, et quand des Maliens sont reçus ici, c'est déjà du panafricanisme. C'est pas parce que entre le président de tel pays et le président de tel autre, ils ne s'entendent pas, que ce n'est pas du panafricanisme. Ça, ce sont des chefs d'État. Nous, entre nous, je pense quand même que nous avons des relations de fraternité qui sont très fortes. Et moi, depuis que je suis gamin, mon père recevait des gens qui venaient de Guinée. Marcel Billet, oui. Voilà, qui venaient de Guinée, qui avaient souffert du Camboiro. Il les accueillait, il les aidait. C'est du panafricanisme. Donc ça. pour vous, c'est une vraie réalité, notamment humaine, une vraie réalité humaine au niveau des peuples. Après, les gouvernants, ils ont leurs intérêts. L'intérêt du gouvernement ivoirien n'est pas le même que celui du Mali. Voilà. Mais je respecte les Maliens parce que ce sont des gens qui m'ont très bien accueilli et qui c'est un peuple aussi digne, fier et qui fait un travail extraordinaire par rapport à son histoire. Donc il faut que chacun arrive à respecter l'autre, mais nous avons des choses à faire ensemble. Nous avons des choses à faire ensemble. Vraiment, vous savez, 30 minutes, 1 heure, 2 heures ne suffiraient pas à parler de l'Afrique, à parler de culture, à parler de rapprochement des peuples avec Serge Billet, parce que vous le savez, dans ces livres, il y a énormément de choses à apprendre. Sur qui? Sur nous-mêmes. Et ça, ces 30 minutes ne nous ont pas permis de balayer tous ces tableaux-là. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission Sans langue de bois. Vous retrouvera sans doute et forcément jeudi prochain, c'est sur Live TV. Et là, vous êtes d'accord avec nous, c'est la télévision sans filtre. On parle de tout, on débat de tout. Merci Serge Billet. Merci à vous.